Mesdames, Messieurs, toutes nos excuses pour ce léger retard et bienvenue à votre émission Ma part de vérité de ce dimanche. Le vendredi 14 janvier dernier, le Mali a sonné une mobilisation record de ses fils et filles. Une mobilisation historique dont le message a transcendé les frontières africaines pour s'insurger contre les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et CEDEAO contre le Mali, donc soutenir la transition au pouvoir. Le destin de l'Afrique se jouait-il au Mali ce 14 janvier? Une telle détermination peut-elle influencer l'organisation sous-régionale vis-à-vis de ces sanctions et surtout la France-Afrique largement pointée du doigt dans cette actualité? Autant de préoccupations que nous allons aborder dans ce numéro de votre émission qui reçoit ce dimanche Zouzoua Orega, panafricaniste. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Paul-Marie Ouessou, il est enseignant-chercheur et théoricien de la gouvernance d'État. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci aussi de m'avoir invité. Et puis Virgile Ayi, analyste stratégique. Bonjour. Bonjour, monsieur Sani. Merci de répondre présent à notre invitation. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, nous avons donc environ 90 minutes à passer ensemble au cours de ce débat qui porte sur le Mali aujourd'hui. Vous l'avez suivi, la manifestation du vendredi dernier du côté de Bamako et dans plusieurs villes du Mali. On va revenir bien sûr sur cette actualité, les images qui ont fait le tour du monde entier avant de planter le débat de ce matin. Je suis prêt à mourir pour la patrie. Et la sauvegarde de la patrie n'a pas de prix. C'était une mobilisation générale de toutes les sensibilités du Mali ce vendredi 14 janvier 2022. Partout, sur les 1 241 238 km² que couvre le Mali, on remarque une marée humaine, pancartes et affiches à l'appui qui scandaient le slogan de l'indignation face aux sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Ici, c'est le boulevard de l'Indépendance à Bamako, la capitale. Elle a réuni une foule qui s'étend sur plus d'1 km² pour battre le macadam. Sur les tribunes, comme dans le rang de ceux qui sont debout comme un rempart, le langage était unique. Non aux décisions de la CEDEAO et oui à une indépendance totale du Mali. L'appel à tous les patriotes, c'est le sursaut national. Nous sommes obligés d'être là parce que le pays est en danger, parce que notre honneur, notre dignité sont concernés. Nous sommes derrière nos soldats. Je ne les appelle pas la junte, je les appelle les fils du Mali, les soldats du Mali qui sont en train de libérer le Mali. Si c'est à cause de ça on va déclarer la guerre au Mali, nous sommes tous debout. Une des choses que nous devons absolument faire, c'est d'avoir notre propre monnaie pour nos enfants. Ou bien en quelque groupe là, je suis là pour répondre à l'appel du Mali. Je suis là pour répondre à l'honneur et la dignité du Mali. Ça fait une semaine que je suis malade, alité, mais j'ai décidé de répondre à l'appel du Mali. Le Mali sera ce que les Maliens voudront. Mon message pour les Maliens, c'est de rester ferme, constant dans notre position de défense de la patrie. Au nom du gouvernement, je voudrais rappeler que l'un des objectifs du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, demeure le retour à l'ordre constitutionnel. Un ordre constitutionnel qui est gage de bonne gouvernance, de paix et de sécurité. Pour ce faire, des réformes politiques et institutionnelles ont été recommandées par les assises nationales de la refondation. Ensuite, le retour à l'ordre constitutionnel ne peut se faire sans un niveau de sécurité qui permettrait à la population malienne de participer aux différentes élections. C'est les assises nationales de la refondation. Vive le Mali! Il est important que la communauté internationale comprenne qu'il ne faut pas se tromper de peuple. Il ne faut pas se tromper d'interlocuteur.
il ne faut pas se tromper d'époque. Il y a des choses qui ne peuvent pas passer en République du Mali. Le colonisateur a occupé certains pays en 6 mois. Il a fait 38 ans de guerre. 38 ans. De 1878 à 1916. 38 ans de guerre. Pour pouvoir occuper notre territoire par les armes. Pendant 70 ans, il n'a jamais fait un an où il n'y a pas eu de révolte. Quand ce n'est pas les Touaregs, c'est les Arabes, c'est les Soraï, c'est les Bobos, c'est les Sénoufo, c'est les Bamana, c'est les Peuls, c'est les Sarakolés. Pendant 70 ans, tous les Maliens vont se tenir debout comme un seul homme face à l'adversité. De dire à nos forces armées de sécurité, nos soldats qui sont au front, qui sont en train de tomber tous les jours, peut-être maintenant il y en a qui sont dans des combats, de leur dire que leur sacrifice ne sera jamais oublié. Pendant cette dernière année, nous avons équipé, en moins de 7 mois, nous avons équipé notre armée plus que les 20 dernières années réunies. À des encablures du boulevard de l'Indépendance à Bamako, la mobilisation était spontanée dans toutes les 10 régions administratives du Mali. De la région de Kaï jusqu'à la place historique de Sankouré dans la région de Tombouctou, pour se retrouver sur le rond-point de Sévaré dans la région de Mopti, en passant par la zone frontalière de la région de Sikasso pour déboucher sur la région de Kidal ou traverser le stade Mamadou Diarra H dans la région de Koulikoro, là où une statuette de Assimi Goïta a été d'ailleurs présentée au peuple mobilisé, signe de solidarité aux FAMA. Puis au stade municipal de la région de Ménaka, le constat était plus expressif que les discours. Dans notre adage, on dit que la nourrice a beau aimer et aduler les nourrissons, elle ne sera jamais la mère du bébé. Ceci pour dire que ceux qui pensent connaître mieux les intérêts du Mali, mieux que nous Maliens, se trompent. La mobilisation était aussi gigantesque que certaines sociétés maliennes ont trouvé l'idée de faire des projections grand public pour suivre l'événement en direct sur la chaîne nationale malienne. Là encore, le message était plus physique que verbal. Le peuple a répondu présent. C'est le lieu vraiment de remercier les dirigeants de ces sociétés qui montrent encore une fois qu'ils sont des patriotes. Cette option de suivre sur l'écran de la télévision nationale du Mali tout ce qui se dessine comme mobilisation à travers tout le pays ce vendredi 14 janvier 2022 est la moindre que Assimi Goïta, chef de la junte au pouvoir, puisse choisir. Depuis son salon présidentiel, il était absorbé par cette captivante et historique mobilisation. D'abord, je tiens à remercier le peuple malien qui a sorti massivement. Et cette mobilisation prouve à suffisance que les autorités maliennes parlent au nom du peuple malien. Et cela devient une confirmation à travers cette grande mobilisation. Aussi, demander toujours à la population malienne de rester mobilisée. Les combats que nous menons, les combats pour le changement, demandent de l'adhésion et de l'accompagnement du peuple malien. Nous n'avons pas d'autres intérêts, nous n'avons pas d'autres agendas. Le seul agenda que nous avons, ça c'est le changement, l'épanouissement, le bonheur du peuple malien. Et cela ne peut pas se faire sans difficulté, mais il s'agira surtout que nous-mêmes nous soyons conscients, que nous soyons conscients de ce que nous voulons défendre, les intérêts supérieurs de la nation. Et cela va forcément créer un certain nombre de problèmes. Ça sera la guerre des intérêts. Mais le plus important, c'est l'intérêt supérieur de la nation malienne. Et cela dit aussi, nous restons ouverts au dialogue. Et nous allons continuer à discuter, mais tout en préservant les intérêts du peuple malien. Donc, encore une fois de plus, de saluer tout le peuple malien, du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, de l'intérieur comme de la diaspora, vraiment de leur mobilisation inédite. Vraiment, on ne peut que les remercier encore de soutenir les autorités de la transition. On en a besoin. Le seul message que j'ai pour la CEDEAO et l'UEMOA, c'est un message de compréhension du contexte malien. Aujourd'hui, nous sommes là
Parce que jusqu'à présent, un certain nombre de mots n'ont pas été traités. Si réellement la CEDEAO et l'UEMOA souhaitent le bonheur du peuple malien, la CEDEAO doit accompagner le peuple malien à travers les désirs de changement du peuple malien pour que nous n'assistons pas à un éternel recommencement. Monsieur le Président, il y a quand même des pays amis, qu'on peut le dire ainsi, qui nous ont soutenus, qui soutiennent aujourd'hui le Mali et les peuples africains qui manifestent un peu partout leur soutien au Mali. Quel message vous avez aujourd'hui pour tous ces amis du Mali? Je ne peux vraiment que remercier et féliciter tous ces pays amis qui nous ont soutenus. Comme on le dit en langage bambara, c'est pendant les moments difficiles qu'on connaît ses vrais amis. Et pour la Guinée, c'est pas étonnant. Pour l'Algérie, c'est pas étonnant. Aussi pour la Mauritanie. Mais aussi saluer l'ensemble des pays africains. Aujourd'hui, c'est comment que nous menons est devenu un combat panafricaniste. Et ce n'est plus uniquement le combat malien, c'est tous les peuples africains qui se reconnaissent dans ce combat. Donc nous les remercions de leur engagement et que seuls ensemble, nous pourrons vraiment sortir nos pays de ces difficultés. C'est ça que j'ai tout le temps dit à nos interlocuteurs, de ne pas situer le problème uniquement au niveau du Mali. C'est un problème des pays du Sahel. Donc aider le Mali aujourd'hui, ce n'est pas une faveur, c'est une obligation pour pouvoir sauver les autres pays. Une fois de plus, je ne peux que les remercier pour leur engagement panafricaniste, pour leur engagement patriotique. Un peu plus tôt, avant cette mobilisation, un plan transversal de riposte à ces sanctions a été adopté à l'issue des assises d'un Conseil supérieur de défense. Le Mali, qui fait 10 fois la superficie du Bénin, vient ainsi de marquer d'une empreinte exceptionnelle le cours hégémonique que tente d'imprimer l'oppresseur aux pays souverains de l'Afrique. Voilà, retour maintenant sur ce plateau pour la suite de ce débat. Zouzoua, au regard, vous qui êtes observateur de tout ce qui se passe sur le continent, vous êtes panafricaniste, je le disais tantôt, est-ce que vous vous attendiez à une telle mobilisation vendredi dernier au Mali? Oui, je remercie d'ailleurs les téléspectateurs. D'emblée, je m'attendais à une telle mobilisation parce que le ras-le-bol était là. Le ras-le-bol du peuple malien et des Africains étant tel que on pouvait s'attendre à une mobilisation de cette envergure. Ça c'est mon point de vue. Je m'attendais à cette mobilisation. Peut-être qu'un peu plus que ça. Oui. Voilà, on va faire rapidement le tour. Vous attendiez à cette mobilisation. Professeur, vous vous intéressez également à tout ce qui se passe de côté de Mali comme de la sous-région. Quel est selon vous le message qu'une telle mobilisation peut envoyer? Oui, mais c'est clair. Le message est désormais clair. Si vous faites la même chose, disons, dans un autre pays, pour ne pas nommer un pays précis, vous demandez quelle est la position des populations, je ne parle pas des dirigeants, par rapport à la CEDEAO, par rapport à la France, vous aurez la même chose. Tous les pays africains francophones et même les pays anglophones en ont marre avec ces institutions qui ne représentent personne, mais qui ne représentent que quelques individus et les intérêts étrangers en Afrique. Et moi, je suis content. Le Mali, en fait, historiquement, le Mali est un pays qui a toujours prouvé qu'il tient à sa dignité, que ses fils et ses filles tiennent à ce qui fait d'eux, ce qu'ils sont, et que personne ne pourra continuer de les opprimer continuellement. Le Mali, vous savez, a été le centre névralgique de 3 empires dans le passé. Et aujourd'hui, les Maliens prouvent encore qu'ils sont tous derrière cette situation et qu'ils veulent défendre leur patrie. Maintenant, reste à espérer franchement, voilà, que le lézard, qu'il n'y ait pas
qu'il n'y ait pas de fissure dans le mur à un moment donné pour permettre aux lézards d'y pénétrer. On va en parler dans un instant. Vigilaï, vous suivez tout ce qui se passe du côté de Mali, une telle mobilisation de façon prompte, on peut dire, puisque visiblement toutes les entités sont représentées, en croit les images que nous avons. Mais est-ce que l'ampleur de la situation est aujourd'hui à ce niveau-là pour qu'il y ait aussi une mobilisation, pour dire, totale du pays? Oui, merci, M. Sani. Je voudrais que vous me permettiez ce matin du 16 janvier 2022 d'avoir une pensée et de m'incliner devant la mémoire des Béninois tombés au champ d'honneur il y a 45 ans aujourd'hui. Le débat que nous menons en ce moment nous ramène donc à une histoire, à des réalités, à des vérités et qui ne sont pas insolubles, mais qui ne sont pas forcément par rapport à nos survies, aux survies des peuples africains. Je dis des peuples africains parce que c'est dans la pluralité que nous sommes en Afrique. Et je pense que le mouvement de vendredi, le mouvement de vendredi tombe à pic et nous rappelle à chacun que nous avons un devoir. Et cette mobilisation, qu'est-ce qui n'a pas été fait pour qu'elle échoue? Ou du moins, pour parler comme eux, qu'est-ce qui ne fut pas fait pour qu'elle échoue? C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous sommes rendus à l'évidence que ceux qui, même en Afrique, des chefs d'État africains, nous rentrons dans un débat global, et le président Goïta l'a dit, ils ne se battent pas pour le seul Mali. C'est une question de principe, comme aujourd'hui les Occidentaux, dans chacun chez soi, se bat contre son système politique, son système, ses institutions, pour avoir du mieux et du meilleur. Donc on ne peut pas aujourd'hui se soustraire à cette bataille, et c'est ce que les Maliens ont démontré. Et ils ont été suivis de près. C'était un peu une manifestation en union de cœur, d'intention, de pensée, partout en Afrique et de par le monde, où le taux d'audience par les chaînes de télévision et les médias a été très sensiblement remonté et remarquable. Je pense que ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin et que dans le panafricanisme, dans le patriotisme, les gens arrêteront également de voir dehors le problème. Le problème est d'abord dans la maison. Voilà. Le problème est dans la maison. On va en parler justement. Zouzoua, vous avez écouté le Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui disait que le destin de l'Afrique se jouait ce jour-là au Mali. Et quand on écoute également le président de la transition, Assimi Goïta, il disait que c'est un combat panafricaniste. Quel lien peut-on faire alors avec ce qui se déroule au Mali actuellement et la situation de l'Afrique de façon générale? Vous savez, je me rappelle quand on était à l'école primaire, l'histoire de la création du RDA, on avait fait ça en chanson, pour ne pas qu'on oublie. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas oublié. En 1946, l'Afrique fit appel à ses fils pour créer le RDA. C'était où? À Bamako. Donc là où, comment on appelle, les institutions sous-régionales sont nées, c'est là-bas naturellement surtout médical. Est-ce que le portable, oui, oui. Voilà, oui, allez-y. Là où les institutions sous-régionales sont nées, naturellement, c'est là-bas surtout le condom ombilical. Et pour avoir, en Afrique, c'est ce qu'on a dit, pour avoir quelqu'un, il faut aller où se trouve son condom ombilical. Et voilà que c'est là-bas, à Bamako, la mobilisation a pris forme. Et c'est aux Maliens que la France s'attaque, là où les institutions sous-régionales sont nées. Donc, bon, c'est ce qui se dit, les Maliens disent que, oui, voilà. On bien. Et les institutions
Les institutions sous-régionales sont nées à Bamako. Et si on s'attaque à Bamako, c'est naturellement que c'est l'avenir de l'Afrique qui se joue. Parce que si on s'attend aux Maliens, et si les Maliens se retirent, c'est là où se trouve le cordon ombilical qu'on déstabilise, qu'on neutralise. Donc les autres, la CEDEAO, l'UEMOA, vont prendre un coup. Donc le destin, vraiment le destin de l'Afrique se joue au Mali. Et nous qui ne sommes pas au Mali et qui suivons l'actualité, il faudrait, c'est un message que les Maliens nous lancent. Un message qu'on doit écouter et on doit leur emboîter le pas pour que l'Afrique se libère. La libération de l'Afrique tout entière, l'Afrique francophone, se joue en ce moment au Mali. C'est ce que moi je fais. Voilà. Docteur Rousseau, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'une telle détermination peut continuer, non seulement au Mali, mais peut-être, est-ce que d'autres régions de l'Afrique peuvent embraser? Est-ce que ça peut vraiment susciter la détermination chez d'autres peuples africains? Vous savez, pendant longtemps, moi, j'ai bu à la pensée panafricaniste. Et j'ai longtemps aussi, en buvant à cette pensée, cru qu'il faut qu'on s'unisse, comme le dit Nkrumah, pour que les choses aillent mieux. Mais à force de grandir et puis avec mes recherches, j'ai fini par comprendre une chose. En réalité, nous n'avons pas besoin de toute l'Afrique pour libérer l'Afrique. Nous avons besoin, vous savez, disons, le système international a un principe de fonctionnement simple, c'est la puissance. Si vous êtes une puissance, vous faites n'importe quoi, ce qui vous plaît. Vous ignorez tout le monde. Mais si vous n'êtes pas une puissance, vous êtes soumis à tout. Alors, il faut que naisse en Afrique une puissance. Et je ne pense pas que cette puissance va passer par le tout Afrique. Je pense que cette puissance va passer par un pays où, justement, la pensée africaine guide l'action gouvernementale, guide l'action de la gouvernance, et que cette pensée soit soutenue par un certain nombre de forces, les forces financières, les forces de la pensée, bien sûr, les forces financières, les forces armées, okay, et puis nous tous, Africains, que nous allions là-bas. C'est ce creuset qui peut progressivement amener d'autres pays à rejoindre cette puissance et finir par construire en Afrique une puissance. Parce que si vous n'êtes pas une puissance dans le monde, vous ne pouvez rien, vous ne serez rien, vous ne ferez rien, tout le monde vous marche là-dessus. Et je crois qu'il est temps et que nous sommes à une époque, de toutes les façons, tous remarquent aujourd'hui que nous sommes en train de demander une deuxième indépendance, okay, en Afrique francophone surtout, je ne parle pas de l'Afrique anglophone, en Afrique francophone, nous sommes en train de pousser pour une deuxième indépendance. Parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui se soit développé avec la monnaie d'une autre personne. Il n'y a aucun pays au monde qui se soit développé avec l'armée d'une autre personne, enfin d'un autre pays, je veux dire. Il n'y a aucun pays au monde qui soit indépendant, disons, ou du moins qui se soit développé en s'appuyant sur des histoires comme la Banque mondiale et les FMI et autres. La Banque mondiale, les FMI et autres sont des institutions qui peuvent aider, hein, mais ce qui se passe en Afrique, c'est que ces institutions sont plutôt au centre et sont plutôt les moteurs. Et aucun pays ne s'est développé avec ces moteurs. Aucun pays au monde, vous connaissez les dragons d'Asie, les dragons de l'Asie ne se sont pas développés avec la Banque mondiale. Et donc, moi je pense que pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions réussir à installer en Afrique des pays développés, il nous faut nous libérer de la tutelle des institutions comme ces institutions-là, la Banque mondiale, le FMI, et aussi les institutions sous-régionales et régionales comme comment dirais-je, la CEDEAO, l'UA. Oui. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas besoin de ces institutions, mais on a besoin de se libérer de ces institutions dans leur formule actuelle où la pensée qui les gouverne, la pensée qui les dirige, n'a aucune rationalité liée aux intérêts de l'Afrique.
Revenons maintenant à l'objet, à tout ce qui a conduit à cette mobilisation-là. Vigile Aïe, est-ce que vous avez l'impression qu'une telle mobilisation peut influencer la position de la CEDEAO aujourd'hui par rapport à la situation, les sanctions du Mali? Alors là, je pense que la mobilisation est même insuffisante au regard de ce qui nous guette. Et j'aurais aimé et j'aurais souhaité que nous, en Afrique, nous puissions avoir désormais un regard beaucoup plus prospectif, beaucoup plus enclin à analyser les faits, hein, comme le faisaient nos ancêtres. Vous avez lu dans cette semaine, et comme le disait mon grand-père, hein, paix à son âme, une fourmi noire sur une table de marbre noir, dans la nuit noire, Dieu la voit. Vous avez vu comment, avec l'arrogance du ministre français des Affaires étrangères, il a décliné un pan de leur schéma cette semaine. Quand on voit hier, tout de suite dans sa déclaration, ou au soir de l'événement d'ailleurs, il disait si le Mali est capable de faire sortir autant de gens, on peut aller directement aux élections. Et je dois dire ici et dénoncer le fait que les agences, les services officiels et les services officieux français et occidentaux se soient déjà mis depuis 1 an au travail, au boulot, pour préparer la survenue au Mali du futur président de la République. Tout était déjà goupillé. Et il faut que nous ayons le regard. Et vous avez vu également un ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il est pour dire, et c'est là, les autres chefs d'État devraient avoir le réflexe, le regard. Il a tiré à boulet rouge sur 2 chefs d'État africains de pays francophones. Je n'aurais pas aimé évoquer, mais je pense qu'il est de leur devoir, d'abord, ces dirigeants des pays africains francophones, parce qu'à la CEDEAO, les anglophones ont laissé faire. Il faut déjà aller dans une démarche pédagogique parce que nous sommes africains, habitués au dialogue, sous là-bas, pas là. Ce n'est pas la démocratie de là-bas qu'on est en train de nous apprendre. Et d'ailleurs, on a déjà fauté dès le départ. Dans nos institutions sous-régionales, on est allé tout copier des institutions régionales européennes. Et notamment au niveau de l'UEMOA, les directives s'alignent et toujours se greffent sur ce que les gens ont jadis fait dans l'Union européenne. À tout point de vue, en qualité, en sécurité, au travail, dans le social, dans l'économie. Et puis quand on aborde les questions de souveraineté, défense, monnaie, on a l'impression que nos spécialistes, quand même, j'ai vu les amphithéâtres des universités africaines, francophones, remplis, bondés. Et on se demande s'il n'y a pas de théorisation de la monnaie. Et quand vous les écoutez, ces cadres des institutions bancaires ouest-africaines, qui disent « Ah non, 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 quel que soit ce que vous dites, vous ne pouvez pas réussir si vous vous débarrassez de la monnaie communautaire et notamment le CFA. » Je pense, comme l'a dit l'interlocuteur, enfin mon prédécesseur, le docteur Wissou, je pense qu'il va falloir élever le débat, le niveau du débat, en nous élevant nous-mêmes de par la capacité de leadership. Sinon, tout ce qu'on raconte aujourd'hui est vain. Quand vous vous asseyez et que vous voyez ce que les autres préparent et ce que nous, on prépare ici, c'est comment torturer les populations, comment bloquer telle chose au bénéfice et dans l'intérêt d'un groupuscule d'individus. Je pense que ce qui se joue, si on n'y prête pas attention, ça va être très dangereux. Je peux vous dire également que les Maliens et de nombreux Africains aujourd'hui, s'ils se rendent compte que tout devrait être perdu, quand on a tout perdu, on se range. Et ils vont se ranger de quel côté? De l'extrémisme violent.
Et cet extrémisme violent, vous imaginez cette foule que la France installe qui elle veut, que l'Occident installe qui elle veut, qui il veut, et que les chefs d'État installent qui ils veulent à Bamako, et que ces gens-là réagissent. Je sais que des spécialistes de la sécurité me diront que ça a été un montage et que une fois au pouvoir, quelqu'un pourrait stabiliser les choses. Le Mali, ils prendront vos sous et ils vont vous défier. Et je pense donc que c'est vraiment tirer sur la sonnette d'alarme parce que ce sera incontrôlable. Je disais ici il y a 2 semaines, je disais avec vous il y a 2 semaines, qu'aujourd'hui l'objectif des mouvements djihadistes, c'est d'obtenir la possibilité de recruter 40 000 combattants dans nos pays. Et c'est monté tellement vite, 40 000 combattants, c'est monté tellement vite que des pays qui ne sont pas dans la ligne immédiate sur le terrain des opérations, nous qui sommes en ligne de front, des pays avec moins de 10 millions d'habitants ont déjà des représentants au sein des mouvements combattants islamistes avec un effectif de plus de 2000 hommes. Avec ces petits effectifs, vous voyez les dégâts qui se font. Et si jamais nous continuons à nous entêter, boubou blanc, costume, cravate, et à nous aligner en croyant que de nos bunkers, nous allons continuer à gérer, ça va être dramatique. Je souhaiterais simplement aussi que, parce que la situation est tellement grave, que je commence à craindre pour la sécurité de l'équipe du président Goïta et de ceux qui le soutiennent, que ce soit l'Algérie et la Guinée, et même quelques individus, quelques leaders d'opinion en Afrique, ils sont déjà pris en chasse par les services spéciaux occidentaux parce qu'il faille trouver une fissure dans le mur pour casser. Et c'est pour ça également que je voudrais que ce ne soit pas l'érection d'une puissance isolée, ils vont la détruire. Il faut que les puissances s'essaiment. Et à partir de cet instant, s'il faut tirer sur plusieurs objectifs, ce ne sera pas facile du tout, parce qu'ils ne pourront pas poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Il faut que partout en Afrique, les gens évitent de se concentrer sur leur personne, que les politiques et que les intellectuels sachent qu'ils vont partir un jour et que désormais en partant, qu'on les frappe, on les sanctionne de leurs insuffisances. Nul n'est infaillible. Si la personne reconnaît et fait profil bas, c'est très important. Et je disais donc que je crains désormais pour la vie et pour la sécurité des membres de l'équipe dirigeante à Bamako, à Conakry, en Algérie, je ne le fais pas de soucis parce qu'ils sont aguerris, ils savent où ils vont, mais également je me fais beaucoup d'inquiétude parce qu'il ne faut pas commettre l'erreur du président Kadhafi. Il ne faut pas commettre l'erreur de Thomas Sankara. S'ils se sankarisent et qu'ils pensent qu'ils partiront en martyr, ils vont partir et ce qu'ils défendaient va s'écrouler comme un château de cartes. Il faut qu'ils soient constants, ce qu'ils revendiquent, ce n'est pas eux au pouvoir. Parce que ce qu'on nous demande de faire tous les jours, nouvelle constitution. Toutes les constitutions depuis 90, dans la foulée des nouveaux départs démocratiques, ont été écrits ou du moins censurés depuis des capitales. Où déjà là-bas, on essaie de voir le profil de qui on pourra mettre pour le tirer. Ils ont mis le président Soglo au Bénin. À un moment donné, ils se sont rendus compte de ce qu'on ne pouvait pas le manipuler. Et puis après, il y a eu au Mali, l'ancien président malien, le premier de la transition. Non, le premier de la transition, c'était le professeur, j'oublie son nom, mais tout le monde le connaît, le premier président après Toumani Touré, après le coup d'État de Toumani Touré, le président qui a dirigé, son nom m'échappe. Mais je pense qu'il ne faut pas faire comme les autres. Parce que, voilà le président Konaré, merci. Le président Konaré,
À un moment donné, il était non manipulable. Et vous vous souvenez de l'incident en 1994 où il y a eu à la une de plusieurs journaux français où on disait le président Konaré, avant une réunion de l'Union africaine, était sur écoute, c'était l'OUA encore, il était sur écoute, et toutes ces informations divulguées, disséquées, parce on s'inquiétait de ce qu'il allait dire, puisqu'on suspectait de lui d'être un relais du président Kadhafi, qui commençait, lui, à vouloir se ranger pour se faire une nouvelle image. Je pense donc que la situation est très sérieuse, que les gens arrêtent de gigoter dans leur salon, dans leur fauteuil de dirigeants, de leaders, d'idéologues, et que nous puissions nous dire comment chacun va régler ce problème. Ne nous y trompons pas. Avec la véhémence affichée par le ministre des Affaires étrangères, je ne veux même pas prononcer son nom, ça vous étonnerait, d'un analyste. Là, je vous ai dit la dernière fois sur la question du Mali, je ne transige pas, je ne laisserai pas la logique diplomatique l'emporter. Avec cette arrogance, et depuis le départ, vous vous souvenez de ce qu'il disait, que le président Goïta était déjà illégitime et qu'il n'avait pas à traiter avec lui. Et pourquoi est-ce que vous traitez avec son Premier ministre, à qui vous demandez de vous faire un compte rendu de toute la stratégie de défense du Mali? Il faut qu'on arrête d'aller rendre compte toujours là-bas. Et ce qui se passe, c'est le refus du gouvernement actuel de rendre compte qui pose problème. Parce que on n'a pas à aller à sciences politiques pour se rendre à l'évidence que tout était planifié. Au Mali, les gens savaient qui allait prendre le pouvoir. C'était l'ancien président de la commission, paix à son âme, Cissé, qui était pressenti. Cissé a été liquidé. Et ça, je vous le dis, un 16 janvier, Cissé a été liquidé. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire au schéma de la Covid. Et puis après, l'international socialiste s'est arrangé pour protéger son homme. Ça n'a pas pu se tenir parce que le Parti socialiste est en lambeaux. Et de ce fait, aujourd'hui, qui va prendre? On sait que c'est la fortune qui fait les jeux et que les uns et les autres, les supports, les potentats, les strapontins du colonialisme en Afrique ont été déjà mis au service pour préparer les prochaines élections. Et on y tient pour février. Il n'y aura pas d'élection en février et je pense que rien ne se passera. Si quelque chose devrait se passer, ce serait malheureusement l'embrasement de l'Afrique et les dégâts collatéraux en Occident. Oui, visiblement, pratiquement tout le monde indexe la France. On considère la France comme étant le cerveau de la décision de la CEDEAO, alors que jusque-là, même si la France publiquement, officiellement a soutenu la CEDEAO et lui au moins dans cette décision, est-ce que vous ne voyez pas que la CEDEAO est quand même composée de personnalités, de chefs d'État, de pays souverains, un peu comme la France même, qui est un pays souverain? Est-ce qu'il y a possibilité pour la France de peser lourdement sur une telle décision, quand même, qui risque d'embraser, vous l'avez dit, toute l'Afrique? Parce que Goïta l'a dit, si on ne s'occupe pas de la sécurité au Mali, selon ses propos, et on organise les élections, le Mali va replonger dans la même situation. Est-ce que vous pensez que tous ces chefs d'État-là, qui sont conscients de cette réalité, vont accepter d'aller comme ça, sous prétexte que, voilà, un pays colonisateur a décidé que ça soit ainsi? Alors, je ne vais pas être long pour cette question. On ne va pas discourir. Ces chefs d'État n'ont-ils pas de représentation aux Nations Unies, à New York, pour que ce soit la France qui porte le projet de, comment ils appellent dans leur terme technique, dans leur jargon, donc l'initiative de sanctionner le Mali? Nous sommes représentés là-bas. Pourquoi pas un représentant de l'UMOA, de la CEDEAO ou d'un autre pays africain? C'est encore la même France, avec toute une stratégie pour embarquer et emballer, et la France occupe aujourd'hui. Il faut être très prudent, c'est vrai, il faut être très prudent dans ce qu'on dit, parce que nos paroles nous engagent, tout ce qu'on exprime nous engage, et il faut pouvoir être prêt
en répondre. Mais on n'a pas besoin d'aller à Sciences Po pour se rendre à l'évidence de ce que la France, pourquoi la France veut de quoi est-ce qu'on les a investis, ces puissances publiques étrangères, pour aller porter au niveau des Nations Unies. Et vous avez vu comment ça a lamentablement échoué. Je pense qu'aujourd'hui, les peuples n'ont pas d'amis, on n'a que des intérêts. Et les vrais amis, l'autre l'a dit, c'est quand on est en difficulté. La Russie, la France, même si nous avons un cordon ombilical avec tel ou tel peuple et nous avons des relations légendaires, qui nous dit qu'il y a 10 000 ans, on n'était pas avec la Prussie et qu'on n'était pas avec d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, les Ivoiriens disent, l'ennemi s'est dévoilé. Il ne faut pas chercher ailleurs. On ne peut pas mettre beaucoup plus, on ne peut pas faire de la cosmétique. C'est visible. Et il faut que les gens soient petits. Je ne dis pas les Français, parce que, justement, nombre d'entre les informations que nous recevons font l'objet de, comment dirais-je, de diffusion et des opinions de citoyens français, indépendants, libres, clairvoyants, soutiennent les mêmes avis que les Africains aujourd'hui. Et malheureusement, on ne peut pas demander à tout le monde de faire de l'unanimisme, mais j'ai écouté 2 ou 3 spécialistes des institutions régionales parler ces derniers jours, et c'est lamentable, c'est pitoyable, dire que sans coup férir, il n'y a pas de spot de sortie pour Bamako, et qu'on leur donne entre 2 et 3 mois au regard de leurs réserves et au regard de ce qui est disponible comme approvisionnement au niveau du Mali, et de hauts responsables d'institutions régionales qui le disent. Moi, je pense que ceux-là, même s'ils retournèrent dans leur village, il faut les lapider. Parce que ce n'est pas faire montre de manque d'ouverture. Mais à des moments donnés, il faut demander qu'est-ce qui se passe. Et ce que je reproche fondamentalement aux chefs d'État africains, c'est de n'avoir pas... La sanction, elle est légitime. Mais c'est des sanctions à double vitesse ou à quintuple vitesse. Il y a l'un qui rejette les décisions d'une cour et qui nargue tout le monde se prétendant la locomotive de la sous-région, et puis il y a un autre qui fait ce qu'il veut. Et pourquoi est-ce qu'un citoyen ne peut pas recourir à un tribunal ou à une instance de droit, d'arbitrage de la CEDEAO, mais la CEDEAO se lève et se permet donc de porter des sanctions sans chercher à discuter, parce qu'il y a quand même eu l'action diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères du Mali est passé expliquer des choses. C'est à vous de dire, ok, nous convoquons le président malien, qui nous dise et qui nous explique ce qui s'est passé, et qu'on discute, parce qu'on a dit, on propose d'aller jusqu'à 5 ans. Si vous ne le voulez pas. Je pense que c'est également du syndicalisme, parce que les gens veulent décourager d'autres initiatives. Et je vais tout de suite dire quelque chose qui va engager ma responsabilité peut-être. Mais c'est déjà dans la rue, vous avez vu au Burkina Faso. Quelques jours après, on dit, voilà, il y a une tentative de coup d'État. Et on veut amplifier. C'est une situation qui perdurait, parce que c'est des gens qui ont été dans des unités de combat, qui ont été livrés aux chiens, donc aux terroristes, sans ravitaillement, sans logistique, et qui avaient déjà en son temps poussé fait des mouvements d'humeur. Et puis, il est vrai, d'autres situations sous-jacentes, mais sur d'autres fronts, avec d'autres interlocuteurs. On prend ceci, et puis on amplifie. Et c'était une façon également, c'est surtout une certaine presse occidentale qui a amplifié l'information, histoire de dire aux Africains qui étaient encore à la limite de la détermination, de leur rappeler que si rien n'était fait, d'autres pays allaient prendre l'initiative d'organiser des putschs. Docteur Rochou, 5 ans pour une transition, est-ce que la CEDEAO n'a pas raison quand même de taper de poing sur la table? Parce que c'est les autorités qui sont venues quand même par les armes. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'un gouvernement légitime en quelque sorte. Et 5 ans de transition, est-ce que ce n'est pas trop? Bon, écoutez, moi, je veux d'abord poser la question de savoir, est-ce que le Mali a droit à une
à une vie interne. Donc, si le Mali a droit à une vie interne, le Mali est libre de décider de faire 20 ans de transition, de faire 2 ans de transition, de faire 1 mois de transition et de faire ce qu'il faut. Je vais vous expliquer très, très simplement. J'ai parlé tout à l'heure de puissance. Le professeur a dit qu'il ne faut pas faire une puissance isolée. Mais vous savez, je vais vous expliquer très simplement. Il faut que cette réalité commence à prendre corps en Afrique. Sinon, on est dans un modèle depuis 70 ans qui ne marche pas. Et on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que, prenez disons, on classe aujourd'hui la Corée du Sud comme l'un des derniers pays au monde en termes de puissance économique. Mais les États-Unis ne peuvent jamais oser attaquer la Corée. C'est impossible aux États-Unis de même penser simplement attaquer la Corée. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Que les rapports de force dans le système international, ce n'est pas vos beaux yeux, vos beaux mots, vous êtes beau, enfin, sans mentir, si vous êtes beau, si votre amas se rapporte à votre plumage, ça n'existe pas dans le système international, c'est la puissance, c'est la force. Et donc, il faut qu'un pays africain devienne une force qui est crainte par toutes les puissances du monde. Si nous n'arrivons pas à ça, et que nous pensons que, vous voyez, 10 pays, UEMOA, vont se réunir un jour et puis avoir une puissance, ils ont même une force africaine, n'est-ce pas, panafricaine, c'est ça, non, de défense. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Mais c'est simple, hein. C'est simple. Écoutez, prenez 10 milliards, avec tous les gaspillages qu'on fait dans chaque pays, 10 milliards du Bénin, 10 milliards du Togo, 10 milliards du Ghana, 10 milliards de... Vous avez créé une force impossible à attaquer en Afrique. Je dis simplement 10 milliards. Hein. Avec les gaspillages que nous faisons avec l'argent dans tous les pays de l'Afrique, là, prenez simplement 10 milliards de chaque pays. Nous sommes, je ne sais pas, c'est 15 ou combien de pays dans la CEDEAO. Et prenez 10 milliards et regardez ce que ça donne. 150 milliards fait une armée imbattable dans le monde. Vous voyez ce que je dis là? Mais c'est ça ce qu'on appelle la pensée. C'est tout part de la pensée. La pensée qui, disons, gouverne nos États jusque-là. Là. C'est une pensée dirigée par les Occidentaux qui, vous voyez, même notre démocratie ou la démocratie que nous avons vécue des années 90 à maintenant là, c'est des démocraties on dit qu'on nous impose. En fait, on ne nous l'impose pas. Vous allez prendre l'argent de quelqu'un et vous lui demandez de vous laisser faire ce que vous voulez. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, vous pensez que ces pays doivent avoir leur modèle économique? Ben écoutez, nous devons nous libérer de la pensée des autres. C'est ce que l'Asie a fait, c'est pourquoi vous avez les dragons de l'Asie. La pensée des autres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, par exemple, prenons la France. La France est en difficulté avec elle-même. La France, aujourd'hui, est en difficulté. Regardez le rang de la France dans les puissances économiques au monde aujourd'hui. La France est en difficulté avec elle-même au point où un certain Éric Zemmour parle du grand remplacement. Ok, c'est vrai que ce n'est pas son invention, ce n'est pas un autre auteur que lui reprend. Mais la France est menacée exactement par ce grand remplacement. La France a des territoires, a des domaines sur le territoire français où la République ne peut pas se hasarder. Donc la France elle-même a des problèmes. Mais ces problèmes, elle les cache et elle va venir vers vous comme une puissance. Ben, écoutez, la France n'est plus une puissance. La France, comme je l'ai dit, il y a un moment, va se réveiller un jour et voir sous ses pieds qu'il n'y a que du trou. Parce que jusque-là, et c'est ce que moi je veux dire aux futurs dirigeants de nos pays, parce qu'il faut bien voir ce qui se passe dans le monde actuellement. Depuis que nous avons commencé la décennie des années 2020, okay, ce qui se passe dans le monde, c'est qu'il y a une redéfinition du système international, où on n'est plus dans cette situation de globalisation à tout vent. Nous sommes dans une situation où le monde devient multipolaire avec au moins deux pôles de puissance. Il y a la puissance occidentale, même dans la puissance occidentale, il y a
il y a des divergences encore. Actuellement, il y a des divergences. La France a eu des problèmes récemment avec les États-Unis sur la question de vente d'armes à la Turquie. Et vous voyez donc, ce qu'on connaissait de la France et des États-Unis, où c'était bloc, et ça venait vers nous comme ça, et puis on nous dominait, et nous on était incapables de tout là, c'est passé. Aujourd'hui, la distance qu'il y a entre les intellectuels de la France et les intellectuels de l'Afrique, la distance est énormément, l'écart est énormément réduit. Et donc, ce qui se produit, c'est qu'il y a un mouvement historique dont la France et certaines puissances n'ont pas conscience, mais je sais que les États-Unis ont des attitudes qui prouvent qu'ils prennent conscience d'un certain nombre de choses, sauf qu'ils n'ont pas les moyens de réinventer quelque chose tout de suite. Mais ça prendra du temps. Mais la France se trouve dans une situation où elle est rattrapée par un certain nombre de choses. Et pour continuer de maintenir son statut, doit dépendre des Africains, des pays africains. Écoutez, prenez tous les pays africains, sortez-les du giron français et vous verrez que la France, finalement, ne vaut rien. Et c'est le jeu qui se joue. C'est pour cela que vous voyez la France se déployer. Est-ce que l'Afrique a besoin de la France? Non. Est-ce que la France a besoin de l'Afrique? Oui. À l'état où nous en sommes aujourd'hui, c'est ça le cas. Maintenant, donc si nous ne construisons pas des puissances en Afrique, on va toujours raisonner dans notre repère cartésien là où il faut déplacer tel pion pour que ça se sente mieux, il faut déplacer tel pion pour que ça se sente mieux. Mais en réalité, aujourd'hui, l'État malien a toutes les chances de réussir. L'État malien a toutes les chances de réussir. Moi, je ne dirais même pas qu'il faut craindre. Il faut craindre pour Assimi Goïta. Peut-être que bon, il y a un coup d'État interne, mais je sais qu'ils sont conscients de l'histoire de ce pays même, où on a fait beaucoup de coups d'État. Ils savent qu'il va falloir mettre en place un système. On parle bien sûr du Mali, mais il ne faut pas oublier la Guinée. Et c'est des pays historiquement qui sont très liés. Donc, moi, je pense que ce qui est important à faire tout de suite avec ce pays, c'est qu'il faut inviter des économistes, il faut inviter des savants, des gens qui peuvent produire de la pensée à partir de laquelle, écoutez, stratégiquement, on avance dans ce monde actuel-là. Il faut produire cela. Et il faut les inviter à s'asseoir et à discuter, à penser et à produire de la pensée pour comment on peut aller de l'avant dans la situation où nous nous trouvons. À partir où ces gens produisent de la pensée et qu'on peut, disons, marcher sur cette pensée et évoluer, vous verrez que il y a trop de peur. C'est-à-dire, ces gens, ils agissent des épouvantails. Dès que vous commencez à leur montrer que vous allez pouvoir les affronter, ils ont peur. Ils ne peuvent pas attaquer la Turquie, ils ne peuvent pas attaquer la Corée du Sud, ils ne peuvent pas attaquer... Il y a des pays qu'aucune puissance au monde ne peut attaquer, mais c'est des pays qui sont économiquement les derniers, même derrière le Bénin. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, voilà. Justement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a possibilité de dialoguer avec la CEDEAO? Parce que je ne veux plus revenir sur le cas de la France. On ne voit pas véritablement la responsabilité de la CEDEAO là, même s'il y a déjà une prise de conscience populaire au niveau des peuples. Mais est-ce que vous pensez que si au niveau des dirigeants, avant peut-être de revenir à ma question, là, au niveau des dirigeants, il y a cette prise de conscience là que le peuple à la base les soutient, il n'est pas temps que ces dirigeants-là aussi prennent conscience de ce qu'il ne faut pas être toujours docile, puisque pratiquement on ne fait qu'indexer la France. Oui, en fait, quand on indexe la France, c'est parce que jusque-là, nos dirigeants, et je suis navré de le dire, mais bon, j'ai grandi aussi avec certains des dirigeants de l'Afrique aujourd'hui. J'ai quand même un certain âge et je peux dire que j'ai vu faire quoi. Et le problème de nos dirigeants, c'est celui-ci. C'est que vous venez prendre un État et j'ai parlé tout à l'heure de pensée.
J'ai parlé tout à l'heure de pensée. Et là, si vous prenez, je voudrais éviter d'appeler pays, mais je vais devoir le faire. Vous prenez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, dans l'histoire, a, disons, été un pays qui a épousé tout de suite la pensée selon laquelle on ne peut pas être indépendant. Il faut que nous soyons sous tutelle française. C'est ça qui gouverne la Côte d'Ivoire, c'est ça qui a gouverné la Côte d'Ivoire de Houphouët, qui a passé la main ensuite à qui vous savez, jusqu'à ce que nous ayons le président que nous avons en place actuellement. Et donc, le président que nous avons actuellement en place et l'élite, donc l'élite qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire, la pensée que l'élite là a, c'est que nous sommes obligés de nous adosser à la puissance française. Et aujourd'hui, ils ont raison, puisque vous verrez, il y a beaucoup d'industries françaises en Côte d'Ivoire et autres et autres. Et j'ai appelé la Côte d'Ivoire parce que dès que vous prenez la Côte d'Ivoire et que vous sortez la Côte d'Ivoire du lot, vous verrez que tous les autres s'alignent sur la Côte d'Ivoire. Et c'est dommage, quand vous parlez de la CEDEAO, et pourquoi moi je dis que c'est des institutions qui ne représentent personne, c'est dommage parce que si vous connaissez la grosse littérature qu'il y a eu les fédéralistes aux États-Unis, vous comprendrez qu'en réalité, c'est du pipeau que d'avoir CEDEAO UEMOA. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi est-ce qu'on a CEDEAO et on a UEMOA? On a CEDEAO, on a UEMOA parce que la France craint que comment on appelle, les pays anglophones n'influencent les pays francophones de sorte que ces derniers, c'est-à-dire les pays francophones, sortent de son giron, de son contrôle. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, on regroupe les pays francophones dans une certaine union et on les tient par le nerf qu'on appelle le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent, la monnaie. Et à partir de cet instant, vous voyez même tout le problème que nous avons aujourd'hui pour asseoir l'éco. L'éco, c'est une monnaie que les pays de l'Afrique de l'Ouest ont voulu adopter pour avoir un espace dans lequel on peut circuler normalement et que les économies prospèrent en faisant plus d'échanges. Parce que vous voyez aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui où nous parlons, pour que le Ghana vende au Bénin, le Ghana va passer par les puissances occidentales, les monnaies occidentales, pour pouvoir vendre au Bénin. Vous voyez à peu près, c'est-à-dire le Ghana, c'est juste 45 km. La dernière fois, j'ai pris ma moto de Lomé ici, j'ai fait 45 minutes. De Lomé, qui est la frontière déjà ghanéenne, à Ilakondi, c'est-à-dire la frontière bénino-togolaise, j'ai fait 45 minutes. Vous voyez, donc 45 minutes maintenant seulement entre nous et le Ghana, mais pour acheter du Ghana, c'est-à-dire si vous voulez acheter, vous devez passer par la monnaie de quelqu'un d'autre, qui n'est même pas dans l'espace où vous êtes. Alors, donc ça veut dire quoi? À partir du moment où on vous contrôle par la monnaie, on empêche donc que l'éco s'installe, les pays anglophones ont vécu tout le temps, depuis les indépendances, sans avoir, disons, à arrimer leur monnaie à une certaine monnaie. Et maintenant, on leur dit, non, maintenant, vous allez rentrer dans une monnaie où cette monnaie sera arrimée à une certaine monnaie. C'est-à-dire, toute l'expertise de gestion de la monnaie, de l'argent, de la circulation de l'argent, de l'émission, et tout que les pays là ont développé, on leur dit, oubliez tout ça. C'est ce que j'appelle penser. On vous dit, oubliez tout ça, nous allons prendre ça en charge, maintenant rentrez dans l'autre, et puis le reste, nous, on va le faire à votre place. Vous voyez à peu près. C'est ce qui nous assujettit. Et tant que nous acceptons des histoires comme ça, UEMOA, CEDEAO, moi je crois qu'il est temps que tous les pays africains puissent, je veux dire les pays africains francophones, et à commencer par les pays africains de la région ouest africaine, il est temps qu'on commence à remettre en question notre appartenance à ces unions-là, c'est-à-dire UEMOA, CEDEAO. Et moi, je vous dis, la question que vous avez posée au professeur, c'est de savoir si on peut influencer la CEDEAO. Moi, je ne pense pas que le Mali cherche à influencer la CEDEAO. Le Mali veut vivre. Qu'importe. La CEDEAO est quoi? La CEDEAO, en réalité, vous voyez, il y a deux pays,
Mali-Guinée, qui sont en ce moment en déliquescence, on va dire, en utilisant le moins de griffes, avec la CEDEAO. Mais si vous prenez le Ghana, en réalité, moi j'ai été surpris par la position de Nana Akufo-Addo. Si vous prenez le Ghana a tenu jusque-là un discours qui est complètement contraire à ce qu'ils ont fait au Mali. Et je suis déçu. Moi, je suis un grand soutien du président Nana Akufo-Addo. Je sais que c'est ses accointances et ses amitiés avec Macron dans le temps qui ont produit cela, mais je sais qu'il prendra conscience parce que le Ghana n'est pas un pays qui se laisse, disons, conduire du point de vue de la pensée par un autre pays comme la France. Et j'espère que Nana Akufo-Addo va prendre conscience. Et vous allez constater qu'il y aura, plutôt qu'on attende les fissures au niveau du Mali, c'est plutôt au niveau de la CEDEAO qu'on va commencer à voir les fissures. Oui. Ils ont prédit 2 mois. Plaise à Dieu. Les Maliens vont survivre les 2 mois. Ils ont fait un embargo sur la Corée du Sud. Ça n'a rien donné jusque-là. Ils ont fait un embargo sur l'Iran. Ça n'a rien donné. En fait, je veux dire, ça a donné que, oui, on souffre. Et puis, les médias se sont déjà mis dans les rues pour demander aux gens, oui, on ne voit pas les pailles, on ne voit pas ceci, on ne voit pas... Zéro. La Corée du Sud, tiens. L'Iran, tiens. Vous parlez de la Corée du Nord Je parle de la Corée du Nord, bien sûr. La Corée du Nord, tiens. La Corée du Nord n'a pas disparu de la carte. Or, la Corée du Nord est sous embargo depuis près de 70 ans. Vous imaginez? Donc, c'est dire que ces histoires d'embargo, aujourd'hui, le Mali a tous les moyens de survivre à cela. Et le Mali l'a clairement annoncé, et je crois qu'ils vont le faire, dévier tous les commerces. Le Sénégal profite énormément du Mali. Nous-mêmes, on profite du Mali. Donc, dévier tous les commerces vers la Guinée, la Mauritanie et l'Algérie. Justement, M. Zozoa, le Mali parlait justement de ces soutiens-là, la Guinée qui est là, l'Algérie, la Mauritanie, et un peu plus loin, la Russie. Est-ce que vous pensez, avec cette nouvelle collaboration ou bien partenariat, le Mali pourra véritablement s'en sortir? Est-ce qu'on ne risque pas, si par exemple la Russie s'installe au Mali, assister aussi à ce qu'on a vu avec la France, où les militaires français étaient dans le pays des années durant, mais des résultats n'ont pas été quand même ce qu'on attendait? Oui, la bonne survie des Maliens dépend des Maliens. S'ils ont la volonté, ils peuvent survivre aux embargos. Ils n'ont qu'à se mettre au travail. Et je reviens un peu en arrière en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Quand nous avons eu sous Gbagbo, on nous a fait un embargo. Vous avez compris ce que les Ivoiriens ont chanté. Embargo, et puis il y a quoi? Embargo, c'est les mots qu'ils ont créés pour effrayer. Le professeur a parlé tout à l'heure de la pensée. Tout part de la pensée. Si dans la pensée des Maliens, ils incluent que l'embargo, on s'en fout, ils vont survivre à l'embargo. Au contraire, c'est les pays de la CEDEAO qui vont courir derrière le Mali. Parce que c'est quand il y a embargo même que le pays qui est fort dans la tête peut survivre. Parce que les autres vont traiter avec vous en sourdine. Tout à l'heure, vous avez demandé est-ce qu'on peut négocier avec la CEDEAO. Bon, on ne peut pas négocier avec la CEDEAO en ce moment. Cette CEDEAO-là, conduite par Ouattara, on ne peut pas négocier avec cette CEDEAO parce qu'il est calé. Il a un programme de la France qu'il conduit, déstabiliser le Mali, installer un strapotin, un béni-oui de la France à la tête du Mali. C'est ce que les Maliens ne veulent pas. Donc, tant qu'il existe un président comme celui de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas négocier avec la CEDEAO. Parce que, je suis au regret de le dire, l'Afrique est malade de ses intellectuels. L'Afrique souffre à cause de ses dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, le vent qui est en train de souffler au Mali, c'est-à-dire qu'on n'a pas la curiosité de savoir lire entre les lignes. Il faut lire. Les temps sont en train de changer. Si on veut aller dans le domaine religieux, on dira que Dieu est en train de nous montrer le chemin. Mais au même moment, nous-mêmes, on ferme les yeux pour ne pas voir ce qui se pointe à l'horizon. Ça commence par le Mali. Ça va commencer par la Côte d'Ivoire, sous Gbagbo, mais il n'a pas eu de soutien. C'était un premier échec. Mais le deuxième échec, si ça survient au Mali, c'est fini. L'Afrique est engloutie à jamais. On ne pourra plus s'en sortir. Donc, il faut que nous, les autres, nous qui ne sommes pas au Mali, nous qui ne sommes pas maliens là, il faut qu'on emboîte
pas à la mobilisation qui se passe au Mali. Je sais que certains dirigeants qui sont influencés par la France vont vouloir empêcher que cela se passe sur leur territoire, parce que si, je prends un exemple, au Bénin, si les gens se mobilisent pour soutenir le Mali, la France va appeler, la France va regarder, mais pourquoi ils ont fait ça, et ils vont vouloir créer des problèmes aux dirigeants. Comme ce n'est pas aussi la même situation, parce que même le cas de Mali, la mobilisation de la fois dernière, c'est peut-être ponctuel à cause des sanctions là. D'autres pays n'ont pas encore... Oui, ça a été ponctuel, mais nous qui sommes là, nous qui voulons un changement, nous qui pensons que l'Afrique doit changer, nous, on doit emboîter le pas, et pour nous, ça ne sera pas spontané, ça sera un truc bien organisé, parce que Dieu ne sauve pas un peu plus de 3 fois. Parce que là, ce qui se dessine au Mali, c'est le destin qu'on le veille de l'Afrique. Une fois échoué, on ne pourra plus s'en sortir. Nos dirigeants vont venir pendant les campagnes, bon, on va créer les emplois, on va créer les universités, on n'est pas là seulement pour ça. Le dirigeant qui se présentera devant moi pour dire, si moi tu me fais confiance, je suis élu, je retire mon pays de la France, là. Voilà un bon dirigeant. Voilà un bon dirigeant. Parce que tant qu'on est sous la domination française, on ne pourra pas s'en sortir. Même s'il faut, après qu'on mette des erreurs avec les autres, c'est mieux d'essayer et aller commettre des erreurs là-bas que de rester tout le temps avec la France. Près de 70 ans de règne sur l'Afrique francophone, à quoi ça aboutit? Je disais tout à l'heure que l'Afrique est mal ses intellectuels, et les intellectuels qui, dès que vous les recevez souvent, mais moi je suis écœuré de les entendre, des économistes, machin, tout ça, parce que après je comprends, ils cherchent visa pour aller. S'ils disent la vérité, on va les bloquer là-bas, on va pas leur donner le visa. Mais moi, je n'ai pas besoin de visa. Et je ne fais que dire la vérité. Aujourd'hui, le Mali donne un exemple. Les armées des autres pays africains. Vous voulez l'indépendance, la souveraineté. L'armée est là pour protéger un pays, non un individu. L'armée protège la constitution qui est garante d'un pays. Mais chez nous, l'armée a aidé, en Côte d'Ivoire, l'armée a aidé à déstabiliser la Constitution. Donc, en quoi l'armée a aidé à déstabiliser la Constitution? Mais il est venu, il a fait troisième mandat. L'armée n'a pas bougé d'un iota. L'armée aurait dû dire non, assez. On n'interprète pas la Constitution pour dire c'est troisième, première Constitution de première étude. Non, non, non. La Constitution est claire. Mais si la réforme a été accompagnée quand même par des institutions compétentes... Et non, il n'y a pas eu de compétence, il n'y a pas eu de compétence, ça a été imposé. Vous voyez, si par exemple, je me mets à déchirer le drapeau d'un pays, qu'on a fait mal au président, mais un militaire peut me tirer dessus, parce que c'est le pays que je renverse. C'est comme si on déchire la constitution d'un pays, mais un militaire pourrait tirer sur lui. On lui demande, il va se plaindre. Il dit même, il a déchiré le pays. Ce n'est pas l'individu, le président que j'ai abattu, mais c'est l'individu qui a déchiré la constitution du pays que j'ai abattu. Là, il a raison. La constitution est garante d'un pays. Donc, que la CEDEAO sous Ouattara, excusez-moi beaucoup, on ne peut pas discuter avec la CEDEAO. Si le Mali tente de faire, le Mali va plier les chines. Et là, c'est foutu pour l'Afrique. Je le disais tantôt, tout est parti du Mali. Tout est parti du Mali. La création des institutions sous-régionales, c'est parti du Mali. Et si le Mali est déstabilisé, sincèrement, c'est toute l'Afrique de l'Ouest francophone qui va encore accuser un retard. Et nos arrière-petits-enfants auront leurs yeux pour pleurer et ils vont emboîter le pas. Donc, la mobilisation au Mali, soutenons-la. Où que nous soyons, soutenons la mobilisation au Mali et soutenons-la. On demande à la France, gentiment, c'est vrai, tes intérêts seront sauvegardés, mais ne nous impose plus rien, parce que tout vient de là-bas. Vous vous rendez compte, depuis 1960, jusqu'à ce que le président Gbagbo prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire, depuis 1960 jusqu'à 2000, tout ce qui s'est dit, c'est pourquoi je rejoins la pensée dont il a parlé, tout ce qui se dit au palais présidentiel est rapporté directement à l'Élysée. Donc, les intellectuels vont se réunir, ils vont produire la pensée. Avant même de sortir de la salle, l'Élysée sera au courant parce qu'il y a un potin de l'Élysée qui sera parmi vous pour dire voilà ce qu'on a arrêté. Et si on veut aller, ils seront capables de nous anéantir. Donc, il faut de nouveaux hommes en Afrique qui veulent vraiment que l'Afrique soit libre. C'est ceux-là, pas avec les dirigeants actuels.
Vigelaï, on a entendu, on a vu beaucoup de choses au Mali. On voyait des billets qui sont brandis pour dire que le Mali devrait avoir sa monnaie. Vous avez commencé par le dire d'ailleurs, pour que l'Afrique sorte de la situation, il faut une monnaie, ainsi de suite. D'abord, est-ce que vous pensez qu'avec ces nouveaux partenariats-là, je posais la question tantôt, que le Mali pourra sortir de l'affaire? Parce qu'on parle aujourd'hui de la Russie. Oui, bien sûr. Je n'ai jamais été pour se mettre sous le joug d'une puissance ou d'une autre, et surtout pas sous le joug de la Russie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que sur le plan stratégique et tactique, les pays africains sont moribonds. Ils sont d'autant plus moribonds que les décisions qui ont été prises, je répète, que c'est sûrement dans la forme. Il a été question de se référer à un certain nombre de tests auxquels les différents pays ont consenti et pour dire, voilà, on vous sanctionne pour ci, pour ça. Mais on dit de rétablir l'ordre constitutionnel. Quelle constitution? Est-ce que ceux qui parlent de ça ont une idée de la constitution de chez eux? Est-ce qu'ils ont une idée de ce qui se passe réellement au Mali? Quelle constitution voulez-vous qu'on mette sans avoir sanctionné un pays en guerre où un président a mis son fils pour gérer des fonds, des centaines de milliards qui ne sont jamais allés à ceux qui se battent sur les fronts? Au contraire, vous organisez, carrément vous l'extirpez, vous l'exfiltrez. Et ça se passe également en Guinée. On est là que pour ça. Comment voulez-vous que les gens ne vous prennent pas pour un syndicat? Deuxième chose, est-ce qu'on analyse les risques stratégiques? Aujourd'hui, moi, à la place du Mali, je lève le verrou et les djihadistes qui veulent envahir les pays du littoral, ils vont. Et ils comprendront que ce qui se passe n'est pas le jeu d'enfant de cœur ou le cinéma qui se fait. On n'est pas à Disneyland. Vous imaginez que, avec la recrudescence des assauts sur le Burkina Faso, une situation telle qu'elle se présente, le Mali va dire, nous on va protéger une partie, parce qu'il faut ne pas oublier que la France, on revient toujours à la France. Même si vous parlez d'un chef d'État africain, moi je préfère parler de la France parce que c'est des riens du tout. C'est le chef d'État. Non, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Vous avez entendu, c'est des chefs d'État. Mais je dis ce qui se joue. Si du même côté, comme c'est arrivé au Tchad, les chefs d'État africains, l'Union africaine n'étaient pas d'accord et disaient au nouveau pouvoir, enfin à la nouvelle équipe, organisez-nous tout de suite. Et les petits ont dit non. Je les appelle de petits, je les traite de petits parce que aujourd'hui, en tout cas 16 janvier, moi j'ai vu des choses qui n'ont pas eu à voir. Moi j'ai vu les mercenaires. J'étais à moins de 50 mètres du bâtiment qu'on devait pilonner pour prendre le pouvoir, le domicile du président Kérékou, paix à son âme. Moi j'habitais, et donc je me suis réveillé, j'ai vu les mouvements, j'ai vu le capitaine Djibril Moriba, paix à son âme, le colonel Issifou Bouraïma, j'ai vu tous ces gars, et j'ai vu comment ça a été préparé la réplique, la riposte. Alors il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires. Moi je suis prêt demain à ce commentaire, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que tous les pays arrêtent? On dit embargo. Celui qui vous dit de faire embargo, lui négocie ses vols commerciaux. Air France. Toutes les autres compagnies ont fermé. Après, c'est quoi? Ces compagnies, c'est des banques à gagner. Amusez-vous à aller au Bénin, à Zongo. Le trafic que le commerce malien, du circuit malien, faisait fleurir avant la Covid. Et même un peu avant la Covid, ça avait commencé à s'étioler, à s'effondrer. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en difficulté. Les restaurants ont fermé. Il y avait dans Square Beto, un quartier célèbre qu'on appelle Square Beto, il y avait aligné des couturiers. Et les gens venaient prendre des sacs entiers, des cartons, des cantines d'habits façonnés ici au Bénin.
Et donc, la chose commence, et puis, on y va tous, pieds et mains liés. Moi, ça me pose un problème. Et quand bien même on dit qu'il faille laisser les médicaments passer et autres, les gens, il faut qu'ils aient de l'argent pour acheter les médicaments. Dans le même temps, la France continue à survoler. Et on nous dit qu'il s'agit d'accords. Les vrais accords, les premiers accords qui ont été faits avec le président Hollande, c'est qu'il fallait que la France soutienne le Mali dans les frappes aériennes et dans la fourniture de renseignements. Puis après, ça a chamboulé, parce qu'il ne faut pas oublier que le bassin des Ifora, la zone de l'Azawad présumée, la Mauritanie et l'Algérie sont les prochains, des réserves stratégiques énormes. Et c'est une zone qui fait les 2 tiers de l'Europe. Donc, les machinations iront en s'accélérant. Et par rapport à ça, il a dit tout à l'heure, le Sénégal, le port du Sénégal, c'est 50% du trafic venant du Mali. Vous avez à peu près le Burkina Faso qui prend une bonne partie. Et puis après, qu'est-ce qui reste? Vous avez des gens, des économistes. Tout à l'heure, il a dit également que les économistes, on se demande si on est allé à l'école. Moi, je ne suis pas économiste. Je suis un ignare en la matière. Mais si c'est maintenant qu'on doit commencer à réfléchir pour monter une stratégie, c'est pour ça qu'il dit qu'on est moribond. Les autres ont pensé la stratégie. Ce qui se passe aujourd'hui est pensé depuis et au fur et à mesure, on réajuste. Est-ce que vous savez que la nouvelle stratégie, c'est de défaire nos universités, c'est de défaire nos armées, d'en faire des vallées. Et c'est en train de se faire parce que, également, il est question de grignoter nos terres. Nos 30 millions de kilomètres carrés sont foutus. C'est pour ça que vous posez la question, est-ce qu'on va faire confiance à Wagner ou à la Russie? Wagner, ce n'est pas Wagner, c'est la Russie. Et donc, nous avons la Russie en face, nous avons la Chine, nous avons l'Occident. Tous unanimement, ils ont choisi de contourner nos tests sur la protection de nos territoires. Donc, tout ce qu'il y a comme loi agraire, tout ce qu'il y a comme réglementation d'accès aux propriétés foncières, il y a une stratégie mondiale aujourd'hui pour grignoter et pour nous déposséder. C'est la première chose. Deuxième chose, nous n'avons même pas l'élan tactique de dire, voilà, tous les Maliens qui sont à tel endroit, parce que vous imaginez le flux de sous qu'ils envoient, la diaspora malienne, ce qu'ils envoient, là également c'est visé. Et vous ne leur permettez pas, ils ont adhéré à quelque chose, vous ne leur permettez pas d'arriver, et c'est une bataille juridique également qui se met en place. Et vous les sanctionnez. Et tous les pays à côté ne disent rien. Je vous dis, quand la case de votre voisin brûle, pensez à vous. Moi, j'ai regardé la tête des Béninois quand un ministre des Affaires étrangères dit qu'il a eu l'occasion, je dis parce que c'est au Bénin qu'on est aujourd'hui, qu'il a eu l'occasion d'interpeller le président de la République du Bénin sur la question intérieure. D'accord, les associations des droits de l'homme peuvent interpeller, mais Le Drian, qui va le dire de manière comme il a procédé, moi je suis indigné. Et c'est pour ça que je vous dis que le problème est très important. Qu'importe que ce soit la Russie aujourd'hui qui vienne faire épouvantail. Parce qu'on interdit à tout le monde, mais la France continue à survoler. C'est toujours la France. Vous avez vu avant-hier la note du ministre des Affaires étrangères, de l'ambassadeur de France, qui stipulait que dans les accords, il est question que de manière illimitée, le territoire soit... Moi, je suis à la place des Maliens, je mets en œuvre la DCA. Et c'est pour ça que je dis, le jour où, quand on était, en tout cas à l'école primaire, quand quelqu'un de plus grand veut te taper, tu dis, je vais appeler mon grand frère, il te dit à la sortie, tu commences à chercher quelqu'un pour appeler ton grand frère. Aujourd'hui, il faut avoir des grands frères circonstanciels. Et je reviens également sur la question CEDEAO-UEMOA. CEDEAO-UEMOA, c'était une affaire pliée. Mais justement, Feu Houphouët-Boigny perd son âme pour répondre aux obligations de la France, à tout faire pour limiter l'hégémonie des deux pays, Nigeria et Ghana, a tout fait pour contenir, et ils ont financé à coup
de plusieurs milliards de francs français à l'époque, les institutions et les apports dans l'UEMOA. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'UEMOA fait et que la CEDEAO ne peut pas faire? Ce qui choque également, le dernier passage, je crois, décembre, il y a 2 ans, non, il y a 2 ans, en Côte d'Ivoire, du président Macron, qui dit « J'ai décidé de donner une nouvelle allure et une nouvelle tournure au franc CFA ». Et nous sommes des chefs d'État, nous sommes des Africains, des citoyens, et nous avons vu faire. Et vous savez, il y a des chefs d'État, j'ai dit la dernière fois, il y a 3 chefs d'État, le pays francophone, qui n'ont pas du tout adhéré à la chose. Ça a été une question de principe. Et maintenant, ça va être dans l'application que vous verrez, et tout à l'heure, le professeur Ouessou le disait, là où les fissures vont intervenir. Mais s'il n'y a pas de fissures de notre côté pour organiser la riposte, et dans le même temps, il a dit également, notre ami, oui, il a dit, il faut que nous nous mettions au travail. Nous ne sommes pas en train de travailler. Nous travaillons contre l'Afrique. Nous travaillons contre l'Afrique. Là, c'est ce que nous voyons. Est-ce que vous savez qu'au Bénin où on est aujourd'hui, du fait de nos inconséquences dans la concertation, tous les derniers diplômés des facultés des sciences de la santé Cotonou-Parakou sont en train de partir dans l'Hexagone. Il n'y en a presque plus sur place. En tout cas, les spécialistes. Les meilleurs, leurs maîtres sont là, ils vont vous le dire. Deuxième chose, nous sommes dans la globalisation, nous voulons faire beaucoup de bonnes choses. Vous allez voir, les sociétés du CAC 40, parce que vous dites, hein, la France va s'effondrer, mais la France va magistralement déplacer son économie sur nos têtes. Donc les multinationales vont arriver, et puis on va nous dire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais avec la baïonnette derrière. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le Sahel, en 92, la situation, entre 90 et 92, la situation était réglée avec les Touaregs. Mais quand il s'est agi de redéployer, parce que Bolloré, par exemple, a découvert de très gros gisements, de nouveaux gisements d'uranium. Pourquoi est-ce que c'est dès qu'on a découvert au niveau de la zone de Kidal et en remontant vers le nord du Mali, des réserves gazières? Et nous, tous les jours, on nous dit, ça va être de l'électrique. D'accord, l'électrique ne va pas marcher sans le lithium. C'est nous qui avons le lithium. Pour accéder au lithium, les autres disent, il faut avoir des interlocuteurs crédibles. Mais pas ces gens-là qui vont dire, et là, Alpha Condé avait un peu raison. Mais quand après, on pense à soi tout seul, c'est comme ça qu'on est lâché et qu'on part. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on va empêcher la Russie de sauver la France, le Mali, pardon. Si on ne le faisait pas, le Mali, dans quelques semaines, pourrait faire l'objet d'une attaque bien pensée et on nous ferait croire que c'est entre les chefs qu'il y a problème. De toute façon, entre les chefs pour une révolution, il y a toujours eu des têtes, il y a toujours des dissensions, il y a toujours du sang après. Toutes les grandes civilisations l'ont connu, tous les pays en Afrique l'ont connu, et donc ils vont le faire. Et aujourd'hui, avec la présence de la Russie, je défie, quel que soit le pays, c'est pour ça qu'en attendant de constituer la puissance, il faut mettre des freins. Bon, la force en attente de la CEDEAO, on n'a qu'à y aller, on va voir. Puisque nous-mêmes, nous constituons, nous avons des points névralgiques, nous avons des difficultés. Il faut que les chefs militaires disent déjà aux chefs d'État, à leurs patrons, écoutez, nous ne pouvons pas y aller. Il ne faut pas regarder les milliards que vous allez encaisser en prenant des commissions sur des commandes d'armes et dire c'est possible. C'est quasiment impossible, sauf si la France intervenait. Le cas de la Côte d'Ivoire est là. Quel est le pays africain qui a tiré sur le domicile du président Gbagbo? Non, c'est l'armée française qui a tiré, avec l'appui, c'est vrai, des supplétifs burkinabés. Il faut le reconnaître. Donc aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente, Wagner, si ils sont effectivement là-bas, ou du moins je dirais, si la Russie est là-bas, il y a l'Algérie qui est là-bas. Il ne faut pas se tromper. L'Algérie est actuellement là-bas. Et on ne s'adresse qu'à des gens avec qui on a fait. Ceux qui sont aux commandes, au pouvoir là-bas, chacun va actionner ses maîtres. Ils sont sortis des écoles militaires de Moscou, de je ne sais pas, un peu partout. Et beaucoup ont été formés au Maroc et en Algérie. Actuellement,
il s'appuie beaucoup plus sur l'Algérie, parce que l'autre danger, c'est le conflit Maroc-Algérie, qui a également derrière l'ancienne puissance tutélaire, qui se dit, avec les révoltes, les volte-face de l'Algérie, il faut les fatiguer. Et donc, on va utiliser le Maroc qui est en difficulté interne avec sa monarchie pour faire infiltrer. Aujourd'hui, beaucoup d'anciens légionnaires sont là-bas et sont en train de réfléchir et ils deviennent des conseillers aux islamistes également qui sont en train de parasiter le système en Algérie. Je voudrais également attirer notre attention sur le fait que si dans le Sahel, la question a perduré, c'est parce qu'à un moment donné, le MNLA chassé a été relégitimé à Paris et qu'on a cru reconstituer autour de ce MNLA des forces, mais malheureusement, tout a échappé. Mais les gens ne s'en font pas parce qu'ils disent, ok, si le MNLA est là, le pouvoir central ne pourra jamais avoir la même mise ici, et nous jouons donc la sécurité, parce que vous savez qu'à un moment donné, sur une partie du territoire malien, il a été interdit aux FAMA d'approcher. On dit, on fait dans cette zone le combat pour vous. Et c'est là où les gens ont extrapolé en disant qu'il y avait des extractions de mines. Les extractions de mines ne se font pas comme ça à l'air libre, mais on doit aujourd'hui nous rassurer de ce que le double jeu ne permet pas. Mais le président centrafricain, il serait parti si les forces russes n'étaient pas là. Même si aujourd'hui, on reproche aux forces russes des exactions, mais des exactions également qui ont été préméditées. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, on nous disait déjà, vous verrez qu'il y aura des exactions par les Russes. Qui n'a pas fait des exactions? Donc, aujourd'hui, une chose est claire et certaine, le meilleur schéma pour le gouvernement malien, c'est les Africains. Oui. Mais avant ça, c'est d'abord aujourd'hui la Russie, l'Algérie et la porte ouverte de la Guinée et de la Mauritanie. De la Mauritanie. On a déjà pratiqué. Oui. Oui. Une des stratégies de la France, et il faudrait que les Maliens et les Africains soient vigilants. Une des stratégies de la France, s'ils savent qu'ils sont trop coincés au Mali, ils vont commencer à battre leurs ressortissants et ça va leur donner la légitimité d'aller attaquer ouvertement le Mali. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les 9 qui ont été tués à Bouaké, c'est la France qui a fait. Aujourd'hui, la justice est là. Les dossiers sont pendant devant la justice. Donc, ça pourrait se passer au Mali et pour que la France ait une raison légitime d'aller attaquer le Mali comme tout. Donc, oui, on reste avec vous en même temps puisqu'on est à la fin de l'émission pour votre mot de fin. Bon, mon mot de fin, est-ce que c'est mot de fin? Bon, mon mot de fin dirait qu'il faudrait que les Africains prennent conscience parce qu'il y a une nouvelle étoile qui est la nouvelle Afrique est en marche. Il faut prendre le train en main. Peu importe d'où la sonnette a été, comment la cloche a été sonnée. Aujourd'hui, la cloche a sonné, a retenti au Mali. Mais ça ne veut pas dire que c'est les Maliens seulement. Il faudrait que les Ivoiriens, les Béninois, les Togolais, l'Afrique de l'Ouest francophone s'unissent en pensée d'abord pour aider le Mali. Si le Mali s'en sort, on va s'en sortir. Et je lance aussi un appel à mes frères ivoiriens, la jeunesse ivoirienne. C'est vrai, en son temps, on a crié quand Gbagbo a eu des problèmes. Et personne n'est venu. Aucun pays n'est arrivé, le Mali n'est pas arrivé nous sauver, tout ça. C'est ce que les Ivoiriens disent. En notre temps, vous n'êtes pas arrivé. Nous, en votre temps, nous, on ne vient pas. Donc, c'est ce qu'ils se disent. Moi, j'ai dit, dépassons cela. Dépassons cela. Il est question de l'avenir de l'Afrique et de la jeunesse africaine. Oui, docteur Rousseau. Oui, bon, moi, je voudrais simplement dire que, en réalité, en termes de démocratie, la France ou les pays de la CEDEAO n'ont aucune leçon à donner au Mali. Aucune leçon, parce que vous avez vu le nombre de personnes dans les rues hier, ou bien enfin vendredi oui. Et c'est les mêmes il y a 30 ans, ce même peuple qui était dans la rue pour réclamer la démocratie. Donc en réalité, si c'est le peuple, ce qui va avec le peuple, si c'est le peuple malien, la France n'a aucune leçon à lui donner. Tout ce qu'il faut souhaiter, c'est que, Assimi Goïta et tous ceux qui dirigent le Mali aujourd'hui restent collés à la volonté et à l'aspiration du peuple
maliens. S'ils le font, il faut maintenant qu'ils mettent en place un projet de société clair. Parce que si la transition va durer 5 ans, il faut qu'il y ait un projet de société déjà clair, c'est-à-dire refonder la démocratie, qui sont ceux, il faut éduquer le peuple, il faut maintenant lui dire tous les enjeux. Quand nous prenons nos bulletins pour aller dans les urnes, tous les enjeux que cela, disons, recouvre, il faut lui dire ça, l'éduquer sur ce qui va se passer après, et ensuite faire appel à toutes les forces africaines. Aujourd'hui, il ne s'agit simplement pas de dire que les Africains n'ont qu'à aller les soutenir, mais il faut que ce soit un soutien actif. Soutien actif au projet de société dont j'ai parlé. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que le Mali se développe. Il faut qu'au Mali se développe une puissance. Et ça peut se concentrer simplement d'abord sur l'armement, puisque c'est la question sécuritaire qui est prioritaire en ce moment. Merci à vous. Vigile Aïe, 30 secondes. Oui, 30 secondes, c'est difficile. Il faut dire simplement aux Africains, à la communauté internationale qui accompagne l'Afrique et à tous, que les sanctions sur le Mali étaient explicables ou sont explicables, mais pas compréhensibles. Il faut dire également et demander à nos respectueux et respectables, à nos respectables chefs d'État, et nous le leur disons très respectueusement, d'ouvrir conformément à la tradition africaine la discussion et le dialogue sans continuer à décrocher le téléphone, les appels de Paris, et que chacun puisse discuter avec son... Ils sont tous les parents, des papas et mamans de ces jeunes officiers, et puissent leur donner des conseils et leur suggérer des choses. Une chose est claire, du point de vue stratégique, on ne peut pas abandonner le Mali et croire que soi-même, on est épargné. On ne peut pas non plus demander aujourd'hui au Mali l'échéance de février. Et je pense aussi qu'il serait bien que les responsables maliens puissent étendre sur 18 nouveaux mois un agenda clair. Les opérations militaires allant, ils pourront également, puisqu'il faut sécuriser le pays, mais on ne pourra pas sécuriser uniquement par la guerre, il faut asseoir un développement, un épanouissement social et une possibilité de discussion. Et à partir de cela, qu'on puisse leur donner raisonnablement un délai nouveau, mais que ceux qui donnent des leçons se regardent dans un miroir et s'arrangent pour que désormais, au regard de leurs conseils, de leurs exemples, plus personne n'ait à rechigner quand l'aîné parle. En Afrique, nous devons garder l'image de l'autorité et l'image de l'aîné. Merci. Merci beaucoup à vous, professeur Vigile Aïe. Le Mali est l'avenir de l'Afrique. C'est autour de cette préoccupation que nous avons échangé tout au long de cette émission à part de vérité de ce dimanche. Comme invité, Zouzoua Orega, panafricaniste, Dr Paul-Marie Rouesso, enseignant, chercheur, théoricien de la gouvernance d'État, et puis Vigile Aïe, analyste stratégique. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez toujours en compagnie des programmes de Gulf TV Africa. Très bonne journée.